Bonsoir à cette nouvelle équipe. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Un véritable plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Effectivement, après un an d'absence, mais cette année était nécessaire, indispensable pour moi. Ce recul pour pouvoir comprendre, assimiler, analyser ce qui s'était passé et ce qui se passe aujourd'hui, bien que depuis 2016, nous, consultants de gouvernement, propriétaires de banques de données, nous étions informés, et d'ailleurs, à ce propos, déjà depuis 2018, je m'étais efforcé, au travers de certains leaders de Gilets jaunes, de leur donner cet agenda à venir jusqu'en 2022. Et je tiens quand même à préciser, pour toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés à reprendre le parcours initial du Rassemblement des droits de l'homme, ce serait bien de revoir mes premiers courriers datant déjà de 2019-2020, mes premières vidéos où j'avais annoncé, et je ne suis en rien une personne qui visionne le futur, nous sommes des gens qui sommes des consultants, donc nous avons des dossiers, nous avons des informations et nous travaillons sur ces informations. Donc j'avais donné à l'époque l'agenda précis, y compris celui de 2020 du Covid, en annonçant aussi les dates du confinement. Vous pouvez reprendre tout cela, y compris, et je me rappelle cette conversation que j'avais eue à l'époque, c'était en fin décembre 2018, où j'avais ces représentants des Gilets jaunes, car ce mouvement était extraordinaire. Ce qui leur a manqué, c'était la mécanique derrière, l'organisation. Malheureusement, beaucoup de ces têtes de file se sont attirés ces gilets jaunes pour eux-mêmes et n'ont pas vraiment participé à l'élan qui avait débuté pour rendre cette liberté à notre pays. Et à l'époque, j'avais même donné le prix de l'essence au centime près pour avril 2022, car je lui avais compté les samedis qui restaient, et j'avais très clairement dit, et ce n'était sans aucune arrogance, c'était uniquement avec une mission personnelle que je m'étais donnée avec celles et ceux des consultants qui me suivent, et deux présidents en particulier de pays africains. C'était important qu'on donne ces informations à l'avenant, car ils avaient pu le vérifier par après, mais malheureusement, cette censure que le Rassemblement des droits de l'homme a subie ces 3 dernières années a été sans précédent. Et je dois reconnaître mon erreur. Je fais ma mea culpa devant vous toutes et vous tous. Nous savions très bien, allez, en 2016, quand nous mettions en place ce Rassemblement des droits de l'homme, bien qu'il avait déjà débuté, je vous rappelle, en début 2015, tout en créant le Human Rights Unity planétairement, qui est la même entité, mais dans les autres pays, nous savions qu'il y aurait eu une censure. Et jamais j'aurais pensé que cette censure aurait continué littéralement pendant 3 ans et demi jusqu'aux élections présidentielles. Vous avez tellement entendu parler de ces dossiers, ces fameux dossiers, et ils existent, ils sont bien là. Le souci qui s'est passé, et je l'avais déjà expliqué, mais je vais de nouveau vous redonner cette information. Non pas que je me justifie du tout, car je reconnais mon erreur. Mais il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'à l'époque, ces dossiers étaient directement liés à une stratégie qui était celle des élections présidentielles de 2022 en France. À savoir, ces dossiers étaient mis à disposition aussi par 2 pays africains qui font partie des relations Centrafrique, que nous connaissons tous, du moins vous avez déjà entendu parler, et qui étaient mises à disposition à la tête du gouvernement, c'est-à-dire mise à disposition à moi-même, car j'ai été le premier fondateur de la première banque de données dans le monde, ce 8 avril 2001,
en tant que chef d'État pour la France. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais immédiatement dit qu'il n'était pas nécessaire pour moi que je reste sur un quinquennat. 3 ans m'auraient suffi. J'ai été le premier à introduire l'idée d'un référendum au bout de la 3e année, car c'est vous, Françaises et Français, qui façonnez notre pays. Et c'était à vous, bien évidemment, de décider au bout de 3 ans si ce groupe de consultants, et en particulier moi-même, avions tenu non pas nos promesses, mais avions tenu la bonne teneur de notre cahier des charges, et c'était à vous de voir si on continuait ou pas. Une force de frappe irréfutable, incommensurable. Pourquoi? Parce que nous sommes propriétaires de l'intel, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence d'État derrière les coulisses. Et cette intelligence d'État derrière les coulisses, et vous devez le comprendre, c'est dans notre langage, on fait référence au deep state, au gouvernement de l'ombre. Donc nous avons pu, ces 20 dernières années, obtenir, non pas en catimini, du tout, d'une façon très officielle, au travers de nos contrats dans les pays étrangers, au travers de nos plateformes qui nous appartiennent, nous avons pu obtenir, en définitive, l'avant de l'agenda de tous les gouvernements. Ce n'est pas compliqué. Il a fallu, à l'époque, simplement avoir une vision de créer ces banques de données. Mais aujourd'hui, ces banques de données donc détiennent littéralement la dynamique mondiale de ce qui pourrait se faire. Je dis bien pourrait, parce qu'à ce jour, ces banques de données n'ont pas été mises encore à disposition au travers d'un gouvernement. Et je reviens en avril 2022. La raison pour laquelle ces dossiers étaient directement liés à ces élections présidentielles au travers du Rassemblement des droits de l'homme et mis à disposition à ce moment-là, toute cette technicité et tout cet agenda avait été déjà au préalable fait et façonné pour la France. Mais on n'avait pas prévu cette censure. Cette censure s'est passée, et alors là, on m'a immédiatement, de tous les côtés, condamné. C'était une véritable condamnation en disant « Mais monsieur Argillier, vous avez ces banques de données, pourquoi ne pas les sortir, casser cette censure et vous retrouver à la tête du pays, étant donné que vous dites que vous avez la possibilité de changer la donne pour la France. » Je peux vous dire une chose, ces 3 dernières années ont été les plus difficiles professionnellement dans ma vie. Bien évidemment, j'aurais pu sortir ces dossiers. Et d'ailleurs, pour 2 semaines, je les ai sortis, ces dossiers, en fin de parcours, dans un hôtel qui s'appelle le Claridge, à Paris. Car là, je m'étais imposé une discipline où j'avais invité tous les journalistes français, y compris à l'international, pour visionner en privé ces dossiers qui, aujourd'hui, gèrent l'économie de notre pays. Personne n'est venu. Et la raison pour laquelle je n'ai pas, à l'époque, utilisé ces dossiers pour casser cette censure, tout simplement parce que je ne pouvais pas le faire. Je m'étais engagé vis-à-vis de plusieurs pays à ce que ces dossiers sortent le jour où le Rassemblement des droits de l'homme soit à la tête du pays. Et on n'y est pas arrivé. 3 ans à se battre contre une censure, 3 ans à se défendre avec des procès, 3 ans d'échec. Mais cet échec, aujourd'hui, est gagnant. Et je vais vous dire pourquoi, les gars, il est gagnant, cet échec. Ça fait 1 an que je me suis retiré. Bien évidemment, plus je me retire de la France, plus je me rapproche de la France. Et c'est peut-être un concept difficile pour vous à comprendre, mais sachez que pour concevoir, pour dessiner, pour façonner un avenir comme la France, la meilleure possibilité, c'est d'être à l'extérieur, car vous avez une vision beaucoup plus importante et surtout une ouïe beaucoup plus tendue. À savoir, et je vous le rappelle, tout ce que vous vivez aujourd'hui est au préalable
mis sur un agenda dont nous avons accès. C'est la raison pour laquelle nous avions pu, à l'époque, vous donner, y compris le prix de l'essence et ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, ce retrait m'a aussi permis d'analyser ce qui s'était passé ces 3 dernières années. Ce livre, qui aujourd'hui est fini, brûlé, c'est un nouveau livre qu'on écrit pour notre pays. Pas un chapitre, un nouveau livre. Avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de recul et bien évidemment des contrats qui ont été renégociés, cette fois-ci, non pas pour satisfaire certains pays ou certains consultants, mais uniquement pour parfaire l'avenir de notre pays, la France. Et ça, je veux que vous le sachiez. Et aujourd'hui, je suis rentré, donc bien que nous connaissions déjà ce qui allait se passer 18 mois en arrière, aujourd'hui, votre essence, vos grèves, mon essence, mes grèves. Quand je dis vous, parce que malgré tout, vous êtes en première ligne. Et c'est cette première ligne aujourd'hui qui doit être blindée, absolument blindée. Et je suis rentré dans mon pays, je peux dire aujourd'hui, dans un pays en guerre. Je n'ai jamais vu ça, bien que nous savions ce qui allait se passer, car nous avons accès à ces informations. Nous savions que nous allions entrer dans un hiver dramatique. On est en guerre. En guerre, on fait la queue pendant des heures pour obtenir de l'essence, pour acheter de la nourriture, pour pouvoir subvenir aux besoins les plus primaires, à savoir se nourrir, déjà se nourrir. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation qui était prévue. Sachez-le, c'était prévu. C'est ce que je ne vais pas dire je me tue à vous le dire, car je suis bien vivant, mais je m'efforce à vous le répéter. Tout ce que vous vivez aujourd'hui fait partie d'un agenda qui appartient au Deep State, au gouvernement de l'ombre, qui lui dirige le gouvernement que vous élisez. J'insiste là-dessus, et c'est très important. Vous devez comprendre comment marche ce système, et c'est ce que je vais m'efforcer à faire dans ces mois à venir. Vous donner finalement une explication de comment fonctionne ce système du gouvernement de l'ombre, comment ce gouvernement de l'ombre arrive à diriger ces gouvernements qui officiellement apparaissent comme les dirigeants, mais qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et la preuve étant, et pour valider une fois de plus l'entièreté de ce que j'ai annoncé ces 3 dernières années, et je vous le rappelle, pendant 2 semaines, j'étais à Paris avec des dossiers d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros, avec des invitations qui avaient été faites de toutes parts. Pas une personne n'est venue. Personne n'a pu s'approcher de cela. Rien que cette censure a validé une fois pour toutes la force de frappe des banques de données. Donc aujourd'hui, après avoir vécu la Covid, après qu'on vous ait mis dans un état de panique pour vous faire croire qu'il existait cette nouvelle épidémie due à un couple chinois qui aurait mangé une mauvaise chauve-souris, et dans les semaines après cette annonce, on avait confiné 4 milliards d'individus sur la Terre, on vous a mis un masque. C'est très significatif ce masque déjà. On ne peut plus parler avec un masque. On ne peut plus même voir une expression du visage, des pleurs, un sourire. On vous bâillonne, on vous bloque. Ensuite, on vous a paniqué, on vous a dit ce n'était pas suffisant qu'on vous confine chez vous. On vous a dit attention, vous êtes des potentiels criminels. Si vous sortez dehors, vous allez infecter les autres, en commençant par chez vous, vos enfants, donc distance même à table. On a créé cette pandémie pour pouvoir vous manipuler et aujourd'hui vous faire
accepter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? C'est un délire inimaginable. Une augmentation des prix de près de 35 à 40%. Vous faites vos commissions, un caddie, vous rajoutez 40 à 50 euros supplémentaires toutes les semaines. Une essence à Paris, dans certaines stations, à 2,60 €. Rappelez-vous les Gilets jaunes. 300 000 personnes sur les Champs-Élysées, où ils ont mis pratiquement le gouvernement à terre. Ils auraient pu le mettre, ce gouvernement à terre, s'ils avaient accepté l'aide qu'on leur avait apportée, nous, en tant que consultants. Parce qu'il y avait une essence à 1,58 €. Aujourd'hui, vous payez votre essence pratiquement à 2 € le litre. On va se chauffer cet hiver? Non. Le gouvernement a déjà donné des restrictions, 19 degrés et pas plus. Mais vous imaginez, on est en France. On est en France, le pays le plus riche de l'Europe. Et je le répète, le pays le plus riche de l'Europe. Mais comment peut-on casser cette misère? Ce ne sera, et je vous le dis, aucun politique. Il n'y a, et je me propose de débattre avec n'importe quel homme politique aujourd'hui en France, personne n'aura le courage, et je répète, personne n'aura le courage de dire « je veux bien débattre avec Philippe Argillier ». Et s'il y en a un ou une, je ne demande que ça. Je peux vous dire une chose, aucun homme politique, ni parti politique en France, ni sénateur, ni député, ni quoi que ce soit, pourra faire quoi que ce soit pour votre avenir. À l'absolu, n'allez jamais plus voter. À l'absolu, ne payez jamais plus vos impôts. Ça, ce serait sans doute une des meilleures des choses à faire, mais je ne le recommande pas, parce que je suis en live et on peut m'attaquer là-dessus. Mais je vais vous dire une chose, sachant qu'une partie de ce que vous payez, vous, en tant que contribuable, et qui est envoyé au-delà de nos frontières, et que nous, en tant que consultants, nous avons la facilité de faire des audits là-dessus, ben, je peux vous dire une chose, que cet argent qui est déporté, littéralement hacké, spolié de vous, ben aujourd'hui, il faudrait qu'il revienne vers vous. Et pour arriver à cela, seules les banques de données peuvent le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces banques de données, au travers d'un gouvernement, peuvent agir en exécutif, non pas politique, mais littéralement en exécutif privé. C'est un concept qui ne s'est jamais fait au préalable, et c'est ce concept que je veux mener en France. Et c'est très simple. Si, pour vous dire, si en 2022, j'avais été à la tête du pays sous 3 jours, toutes les relations France-Afrique auraient été caduques, sans exception, 72 heures. J'aurais pu le faire. Seul, j'aurais pu le faire, parce que je ne suis pas un homme politique. Parce qu'en cassant ces relations, les gens avec qui je cassais les relations connaissent très bien qui nous sommes. Et ces gens-là, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est que d'accepter ce nouveau cahier des charges de la France. Aussi, dans les 3 mois, j'aurais cassé la géopolitique dans son entièreté, tous les accords géopolitiques que la France a, je les aurais mis caducs, terminés. J'aurais été le seul à pouvoir le faire, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas un homme politique. J'aurais eu simplement l'appui de cet intel qui appartient aux banques de données. Et je peux vous dire une chose, et vous avez pu le voir, certains pays, dont les États-Unis, se sont terriblement rapprochés de nous pour voir comment ils peuvent participer et même obtenir certaines de ces données qui, jusqu'à présent, n'ont pas été divulguées à qui que ce soit, à quelque pays qu'elle soit. Car ma priorité est avant tout mon pays. Et je le répète, vous voulez un changement dans ce pays? Ce n'est pas à l'intérieur du pays qui va se faire, c'est à l'extérieur. Je m'efforce à vous le répéter. Et pour celles et ceux qui doutent encore de cela, à ce moment-là, demain matin, quand vous allez à la pompe à essence et que vous payez votre essence à 2 €, si vous payez effectivement votre essence à 2 €, c'est que j'ai raison. Si maintenant vous avez une essence à 1 €, c'est vous qui avez raison. Donc, demain matin, vous aurez votre réponse. Au même titre
Quand vous allez faire vos commissions, si vous devez payer 40 € de plus votre caddie, c'est moi qui ai raison. Si par contre vous payez 40 € de moins votre caddie, c'est vous qui avez raison. Et je terminerai avec le chauffage dans notre pays. Si cet hiver, vous êtes à domicile entre 24 et 25 degrés, c'est ce que vous auriez pu avoir. C'est moi qui aurais eu raison. Si vous vivez à 19 et à 18, hein, c'est vous qui avez tort. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tout simplement, il n'y en a pas. Soit vous prenez cette opportunité aujourd'hui, on est en 2022, je ne parle même pas d'échéance 2027, de vous rassembler, toute association, sans exception, y compris certains leaders politiques, car certains leaders politiques ont des bonnes données, mais ils n'ont pas les moyens pour y accéder. Donc le RDH est en quelque sorte une entité géante qui accepte et qui ouvre ses portes à toutes celles et tous ceux, les vrais, les véridiques, qui veulent un avenir pour notre pays. Et à ce moment-là, j'aurai la possibilité de façonner un agenda très rapide dans les 2 ans à venir où on pourrait peut-être, écoutez bien ce que je vous dis, où on pourrait même sans doute ne pas attendre 2027. Si nous sommes assez nombreux, si je vois qu'il y a cet éveil des Françaises et des Français pour le rassemblement des droits de l'homme une fois pour toutes, à ce moment-là, je ferai en sorte que ce nouvel agenda que moi-même j'ai façonné soit mis directement à l'exécutif, n'étant pas à la tête du gouvernement. La balle est dans votre camp. Et je répondrai à l'issue de ce live, où certains auront sans doute beaucoup de questions. Je me mettrai à disposition pour répondre à ces questions. Mais ce que je veux, et je terminerai là-dessus, et ensuite je sais qu'il y a énormément de questions, je veux absolument qu'il n'y ait aucune personne aujourd'hui en France, bien que je les comprenne, on peut attendre 3-4 heures pour faire un plein d'essence, mais s'attaquer à un organisme comme la CGT ou la Force ouvrière, et je vais vous dire pourquoi. Effectivement, la CGT a bloqué et a fait en sorte qu'on attende 3-4 heures pour faire son plein. Mais ce n'est pas à eux qu'il faut en vouloir. C'est au gouvernement qui suit un agenda qui a été acheté par le gouvernement de l'ombre, qui ont mis ces gens-là dans une position où ils n'ont pas d'autre choix que de faire la grève pour se défendre, pour nourrir leur famille. Total. Les gens qui fournissent, qui ouvrent ces stations gagnent 1 300 € par mois. Ils font des fois 55 heures par semaine. Bien sûr qu'ils ont le droit de faire grève. J'aurais été le premier à faire la grève. Et je suis le premier à soutenir aujourd'hui la CGT, la Force ouvrière, tous ces gens. Et croyez-moi, je suis le premier aussi à souffrir qu'il faut attendre 3-4 heures pour faire un plein d'essence. Mais à l'absolu, cette colère, cette haine qui vous vient, tournez-la vers le gouvernement. Mais quelque part, vous en êtes pour certains un peu responsables. Hein. Bien que le gouvernement Macron n'a pas été élu à plus de 20%, mais ceux qui ont quand même revoté pour lui en sont aussi directement responsables. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est de pouvoir écrire un nouveau livre. Je ne répondrai plus à ce qui s'est passé ces 3 dernières années. C'est fini. En ce qui me concerne, c'est une histoire qui est terminée. C'est un livre qui n'a pas été fermé. C'est un livre que j'ai brûlé. Donc, il n'y a aucun moyen de récupérer même une seule page. Par contre, ce nouveau livre aujourd'hui a toutes les pages blanches. La première page qu'on est en train d'écrire est celle que nous faisons aujourd'hui. Toutes les autres vous appartiennent. Je ne serai pas le seul à l'écrire. Donc, je compte sur vous. Car seul, comme l'a très bien dit Fabienne, je ne pourrai rien faire et je ne ferai rien. Car ce pays nous appartient. Il ne m'appartient pas à moi.
personnellement. Il nous appartient à tous. Donc, j'invite les forces de police, la CGT, la force ouvrière, y compris certains, s'ils ont le courage, leader politique, de se rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme. Le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas un parti politique, c'est une entité venue d'ailleurs qui est là pour défendre l'intérêt des travailleurs pauvres en France et ensuite pour défendre globalement l'intérêt des plus démunis dans le monde. C'est notre mission. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est cette même mission que je partage avec ce groupe de consultants, des gens qui sont excessivement performants, très puissants, et qui ont décidé, avec moi, au travers de cet éveil humanitaire, de participer à cet avenir. Mais un avenir, et je veux commencer par la France. Je veux pouvoir, parce que l'agenda humanitaire n'est pas limité aux frontières de la France, mais je veux pouvoir, étant français, ayant l'historique de ma famille en commençant par mon grand-père et mon père, pouvoir faire un exemple de la France, créer littéralement une principauté française. On a une toute petite principauté monégasque. J'ai l'audacité de dire qu'au travers du cahier des charges, qui est ancré sur les banques de données ces 20 dernières années, nous pouvons créer en France une véritable principauté. C'est sûr que l'entièreté, et je dis bien l'entièreté de la géopolitique, de la dynamique mondiale changera en quelques mois. Pourquoi? Parce qu'en cassant littéralement tous les accords géopolitiques dans le monde avec la France, mais avec le soutien des banques de données, vous devenez propriétaire de votre pays. Et c'est vous, en commençant par le travailleur pauvre, qui allez décider de l'avenir de vos enfants, en commençant par le vôtre. Et vous avez cette possibilité. Je ne peux pas faire plus, j'ai fait moins, j'ai fait des erreurs. Donc aujourd'hui, j'espère que, et j'aime pas utiliser le mot espérer, parce qu'en espérant, il y a encore une possibilité d'un doute. Je vais plutôt dire, je fais confiance aujourd'hui, de part, et tant mieux quelque part, de ce que nous vivons, cette essence, ces grèves, cette nourriture qu'on peut péniblement s'acheter, mais quelque part, ça vous fait encore mieux visionner et comprendre que votre gouvernement ne pourra rien faire pour vous si ce n'est des promesses qui ne tiendront pas, la preuve. On ne spécule pas en tant que consultant, on travaille sur des données. Aujourd'hui, c'est un pays de misère, c'est un pays en guerre, et il est temps que cette justice vous soit une fois pour toutes rendue, en commençant par les travailleurs pauvres. Et je terminerai là-dessus deux choses. Le mot dictature. En quelque sorte, le RDH aurait la possibilité de créer une dictature gouvernementale, non pas pour les Françaises et les Français, mais bien au travers des accords géopolitiques, diplomatiques, économiques et certains faussement humanitaires. Donc la France créerait une dictature sur laquelle les autres pays devront se plier. Et comment les faire plier? Uniquement par l'intel. Intel, c'est-à-dire intelligence, l'intelligence des banques de données, c'est-à-dire des informations qu'elles ont. Donc, une dictature pour les autres pays, pour vous rendre une liberté, un pouvoir d'achat, que vous fassiez autre chose que des grèves, que vous gagniez autre chose que 1 300 € par mois, que vous payiez une essence plus aux alentours d'1,20 €, 1,30 €, que vous enlevez 300 ou 400 € de budget pour votre nourriture, que vous puissiez avoir chaud l'hiver et avoir la possibilité d'avoir l'air conditionné l'été. C'est sûr que pas tout le monde pourra devenir riche, mais déjà, si on pourrait donner le minimum aux plus pauvres en France,
c'est-à-dire qu'il n'ait plus faim, qu'il ait chaud, qu'il puisse aller en vacances, qu'il puisse circuler librement, ça c'est déjà une richesse d'une liberté qu'on vous a spoliée. Et c'est cette liberté que le RDH aujourd'hui, en commençant par moi, veut vous rendre. Et je terminerai sur une phrase de Bruno Le Maire. Il a dit il y a 48 heures, l'attitude de la CGT est inacceptable et inadmissible. Alors, monsieur le maire, je ne vous connais pas personnellement, c'est très facile de savoir qui vous êtes. Vous travaillez bien évidemment pour ce gouvernement et vous suivez les directives du gouvernement de Londres. Alors moi, je vais vous dire une chose, cette attitude qui est inacceptable et inadmissible, il ne faut pas diriger ça vers la CGT, Confédération Générale des Travailleurs. C'est vous, c'est votre attitude à vous qui est inacceptable et inadmissible. Et c'est le représentant, en tant que représentant de votre gouvernement, en ce qui me concerne, c'est même inadmissible que vous puissiez aujourd'hui faire un seul commentaire contre la CGT, alors que ces gens-là essaient de survivre pour que vous, Bruno Le Maire, puissiez vivre dans les conditions que vous vivez, avec vos voitures de fonction, avec vos chauffeurs, avec vos gardes du corps et avec tout le tralala que les Françaises et les Français doivent payer pour entendre de vous que la CGT a une attitude inacceptable et inadmissible. Une fois pour toutes, tournons la page sur ces gens-là qui, eux, travaillent pour ce gouvernement de Londres. Alors vous savez ce qu'on va faire. Il faudra trouver une solution pour qu'eux se mettent en grève et que peut-être qu'ils commencent à savoir ce que c'est le chômage, ou certains, s'ils sont plus intelligents, peut-être à trouver d'autres occupations dans un futur proche. Voilà, ça ce serait peut-être, ce n'est pas une menace, les consultants ne menacent jamais, ce serait peut-être un conseil d'un consultant qui est à la tête de ses propres banques de données. Je vous écoute aux questions. Mon introduction a été peut-être un peu longue, mais elle était nécessaire. 1 an d'absence, il fallait que je puisse quand même donner, et je pense qu'à travers de ce que je viens de dire, j'ai peut-être répondu aussi à certaines de vos questions, mais il était nécessaire, si ce n'est vital pour moi, de reprendre ce contact et que vous puissiez une fois pour toutes comprendre qu'il y a une vraie possibilité et que ce ne sera pas au travers de vos politiques. Malheureusement, vos grèves, peut-être vous obtiendrez quelque chose de plus pour qu'on vous le retire par après. Sachez que vous ne faites pas partie, vous, travailleurs pauvres, de l'agenda. Par contre, sachez qu'à travers ces moments de crise, les plus grosses fortunes, ces 9 derniers mois, je ne pourrais pas dire leur nom, au plus bas ont augmenté leur net worth, c'est-à-dire ce qu'ils valent, de 138%, jusque pour certains à 1400%. Voilà. Donc il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Aujourd'hui, pour le Rassemblement des droits de l'homme, il est temps que ceux qui perdent aujourd'hui, c'est-à-dire vous qui êtes la force du pays, c'est vous l'économie du pays, c'est vous les travailleurs pauvres. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous rejoigniez le Rassemblement des droits de l'homme. Et moi, je propose, dans les mois à venir, créons un mouvement de plusieurs centaines de milliers de personnes, pourquoi pas 1 million de personnes, en France. Et je peux vous dire une chose, c'est pas compliqué, hein, parce qu'en France, tout est compliqué. Quand vous faites quelque chose, on va vous dire, oh, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est compliqué. Alors moi, je peux vous dire, au RDH, rien n'est compliqué, parce qu'il suffit d'adhérer pour obtenir. Rejoignez-moi, rejoignez-nous. Vous avez cette nouvelle équipe de sécurité, ça c'est équipe de la communication, y compris la sécurité. C'est l'exécutif que vous voyez, on a encore beaucoup d'autres personnes qui sont derrière les coulisses, mais nous avons besoin de vous toutes et vous tous. Alors c'est très simple. La seule alternative qui vous reste, c'est de nous rejoindre. Et vous verrez par vous-même, hein, c'est pas compliqué. Et rappelez-vous, je m'étais mis pendant 2 semaines, il y a quelques mois, avec les dossiers, prêt à rencontrer tout journaliste pour qu'il puisse
vous faire parvenir ces informations. Mais on le savait, bien évidemment, personne n'est venu. Donc, ils l'ont validé. Donc, vous savez que nous avons cette force de frappe, vous avez cette force de frappe. La balle est dans votre camp. Et ça, c'est pas compliqué.